Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Port-Drummondville. Déjà, la fin du mois de novembre, ça va extrêmement vite. On s'approche du temps des fêtes à grande vitesse. Aujourd'hui, on a des invités très intéressants. Nous rencontrons Luc Lafont, prêtre à la basilique Saint-Frédéric. On parlera évidemment de la basilique. Nous voyons aussi Éric Véraud, directeur général du Village québécois d'antan. Notre premier invité dans quelques instants sera M. Roger Leblanc du Service du développement durable et de l'environnement de la Ville de Drummondville. Mais avant ça, je prends quelques instants pour revenir sur 2 points de la séance du Conseil municipal du 16 novembre dernier. Il faut savoir qu'une fois par année, le maire a l'obligation, en vertu de la loi sur les cités et villes, de déposer un rapport sur la situation financière de la Ville. Alors, dans ce rapport-là, on fait état des contrats de plus de 25 000 de la rémunération des élus. On revient sur l'état du régime de retraite. Aussi, d'ailleurs, on a confirmé que le régime de retraite de la Ville de Drummondville continue d'être surcapitalisé, c'est-à-dire qu'il est en surplus. C'est l'un des seuls au Québec dont la capitalisation dépasse 100 %. Et on explique un petit peu aux gens, en plus des investissements majeurs qui ont été faits au cours de la dernière année, à quel niveau on prévoit finir l'année en cours dans à peine 6 semaines. Alors, ce qu'on a annoncé aux gens, c'est que nous prévoyons compléter l'année 2015 avec un surplus d'opérations d'environ 2,5 millions de dollars. Donc, ça peut paraître beaucoup, c'est certain, mais quand on replace ça en perspective, c'est comme si quelqu'un qui gagnait un montant, un salaire de 50 000 $ par année avait économisé un peu plus de 1 200 $ dans son année. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est important parce qu'on s'entend que si la Ville avait des surplus de 6, 7, 8 millions, ça voudrait aussi dire que vos taxes sont trop élevées. Alors là, on se situe à un niveau qui nous permet de faire face à des coups durs, à des surprises, à des événements moins heureux qui nécessiteraient des investissements. Alors, c'est prudent de terminer l'année comme ça. Et vous savez, c'est pas nécessairement parce qu'on dépense pas beaucoup. On respecte les budgets de dépenses. Notre équipe de direction fait un travail incroyable là-dessus pour sauver un petit peu partout. Mais c'est aussi parce que les revenus sont au rendez-vous de façon plus importante que prévu. Vous le voyez certainement en vous promenant à Drummondville, en consultant les médias locaux, à quel point nous vivons en 2015 une année, au point de vue économique, qui est exceptionnelle. Alors, on bat les records au niveau des permis de construction, on bat les records au niveau des investissements. Alors, quand on considère tout ça, bien, ça permet de générer plus de revenus. Plus il y a de revenus qui rentrent, meilleur c'est pour chacune des payeurs de taxes parce que ça fait en sorte que la portion qu'on doit assumer est plus petite. Donc, c'est là les premiers gains que vous recevez comme contribuable lorsque le développement à Drummondville se passe bien. Deuxième sujet sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui des stationnements. Depuis le 16 novembre dernier, donc depuis près d'une semaine maintenant, les stationnements hors rue sont gratuits, et ce jusqu'au 3 janvier. Pourquoi? Bien, pour favoriser le commerce à la période des fêtes, pour vous permettre donc de venir magasiner au centre-ville, d'aller dans les secteurs où normalement vous devez mettre de l'argent à l'imparcomètre. Par contre, il faut bien comprendre, on parle de stationnement hors rue, parce que dans les rues, on souhaite que ces stationnements-là soient toujours utilisés rapidement et non utilisés dans longue durée par des travailleurs ou par des gens qui sont dans les bureaux ou dans les commerces. Donc, c'est important de se rappeler les stationnements hors rue, à l'exception du stationnement de la place du Centre. Ça se situe à l'intersection des rues Marchand et Lindsay. Donc, tous les autres, donc où il y a des orodateurs, par exemple, eh bien, vous avez congé jusqu'au 3 janvier. Et ça, c'est important. Mais il faut vous rappeler que c'est la question de la tarification qui est suspendue, non la question des durées. Alors, si le stationnement maximum est de 4 heures, il ne faut pas y laisser votre véhicule 10 heures, même si c'est gratuit. La question des durées respectées, des vignettes également. Donc, des espaces où on a normalement des vignettes, on doit continuer d'avoir des vignettes. Et évidemment, mais ça, je sais que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, les stationnements réservés aux handicapés sont réservés en tout temps. Alors voilà, profitez donc de cette période des fêtes-là pour encourager nos commerces locaux. Profitez-en pour venir au centre-ville. Il y a des grands stationnements et vous pourrez vous promener chez nos commerçants. Dans quelques instants, donc, je reçois M. Roger Leblanc.
Je reçois maintenant M. Roger Leblanc, directeur du service de développement durable et de l'environnement de la Ville de Drummondville. M. Leblanc, bonjour. Bonjour, M. le maire. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. D'une part, parce que vous me permettez, avec votre équipe, de remplir un de mes engagements électoraux, celui de desservir les écoles au niveau de la collecte sélective. C'est important parce que je suis convaincu d'une chose, hein? Nos plus jeunes, si on les éduque rapidement à une bonne gestion des matières résiduelles, bien, ce sont des habitudes qui ne se perdent pas. Et souvent, les jeunes ont de l'influence à la maison aussi. Ils vont dire aux parents, non, c'est pas correct ça, on fait ça. Alors, parlez-nous de ce qui arrive, quel est le projet, qu'est-ce qui commence et quand ça commence? Bien, la collecte à 2 voies, effectivement, va débuter en janvier 2016 pour tous les établissements scolaires de la Commission scolaire des Chênes, ou primaire, secondaire. Et la collecte à 2 voies, pour nos téléspectateurs, rappelez-nous ce que c'est. Alors, la collecte à 2 voies, c'est la collecte des matières recyclables avec le bac vert et la collecte des matières organiques avec le bac brun. Donc, vraiment, là, la possibilité d'apprendre comment on gère ces matières résiduelles. Bien, c'est important parce que l'effort et la réussite, c'est toujours d'une façon collective qu'on va la chercher. Et on avait commencé à desservir certaines institutions, les garderies, centres communautaires, CPE. On était rendu à l'étape d'aller vers les écoles et c'est ce qu'on a fait. Là. On a mis en place tout le processus et ça va être opérationnel janvier 2016. On couvre l'ensemble des écoles du territoire. Qu'est-ce qu'on couvre? Évidemment, Drummondville. On couvre tous les établissements sur le territoire de la ville de Drummondville uniquement. Comme vous dites, à peu près une trentaine d'établissements, tout ce qui est scolaire. On a inclus Collège Saint-Bernard et on a inclus l'école anglophone aussi sur le territoire de la ville. Donc, nos jeunes, là, dans nos écoles, vont être... Et si quelqu'un vous disait, pourquoi on est rendu aux écoles? Pourquoi maintenant, ce sont les écoles? Pourquoi desservir les écoles? Bien, vous savez, dans notre service, on a établi une stratégie depuis juin 2014. Tout le secteur résidentiel est desservi, incluant les multilogements. Et on devait aller tranquillement vers les institutions, les commerces et les industries éventuellement. Et on était rendu au stade d'aller chercher les écoles. C'est des établissements majeurs. On en a beaucoup à Drummondville. Et on parle à peu près d'une clientèle de 10 à 12 000 élèves qui vont nécessairement propager les bonnes habitudes au sein de leur famille. Des fois, vous savez, au niveau de la famille, on a des petites faiblesses. Donc, les enfants vont récupérer un peu les bons comportements. C'est important pour nous d'aller chercher ces jeunes-là. Parfait. Et comment ça va fonctionner? Est-ce que les établissements jouent un rôle, la ville joue un rôle? Comment ça va se passer? Parce que ça ne s'implante pas tout seul, hein? Je pense pas que vous allez laisser des bacs à la porte comme vous avez fait dans les maison en disant aux gens, allez-y. Nous, on a travaillé de concert avec les ressources matérielles de la Commission scolaire des Chênes. On a établi un peu le plan de marche. À partir du 7 décembre, pour une période de 2 semaines, on va livrer les bacs aux établissements scolaires. Et par la suite, ça appartient à chacune des directions d'école de mettre en place le système à l'intérieur de l'école. On va fournir les mini-bacs dans le cadre de la collecte des résidus les résidus de table, si on veut, là, tout ce qui est cafétéria. Mais par la suite, c'est une gestion interne. On leur demande d'avoir leur fonctionnement propre à chacune des directions d'école. Pour avoir œuvré pendant 25 ans dans le milieu scolaire, je peux vous dire que je suis convaincu que c'était attendu. On le souhaitait parce que, bon, il y a des cafétérias, tout ça. Donc, il y a là vraiment des matières importantes là, qui étaient envoyées directement à l'enfouissement. Bien, écoutez, oui, il y avait beaucoup de matière. Je vous dirais, oui, très attendu par les professeurs qui nous appelaient, puis qui eux-mêmes prenaient les matières et les ramenaient chez eux tellement qu'ils voulaient contribuer. Alors, je pense qu'on était rendu à ce stade de desservir les écoles. On avait une bonne clientèle, on a des gens engagés. C'était important de le faire. Et maintenant, la suite logique, ce serait quoi après, là, votre prochain objectif au niveau de votre service? C'est sûr que nous, le prochain objectif, c'est de travailler au niveau des industries, des commerces, des institutions, d'une façon globale. Ce qu'on appelle les ICI, dans le langage municipal. C'est ça, dans le langage municipal. Vous savez, Drummondville, on est d'un leader dans le top 5 au niveau des villes au Québec, au niveau de la gestion des matières organiques. On a été très proactifs de ce côté-là. Et on veut continuer cette réflexion-là avec les ICI. Je pense que ces gens-là sont en mesure de faire leur part. Certains attendent même qu'il y ait des solutions au niveau de services municipaux, éventuellement. Oui. Et ça va nous permettre d'améliorer grandement nos performances à Drummondville, qui sont déjà très bonnes. On est déjà dans des bonnes positions en termes de performance. C'est sûr d'aller chercher ces gens-là, ces institutions, les commerces. Je pense qu'on va hausser énormément notre performance. Ça va être très important pour nous. Maintenant, là, et ça va être ma dernière question, parce que là, c'est beau hein, d'avoir à la maison trois voies, dans les écoles 2 voies, parce que les écoles ont déjà toute leur gestion des autres matières. Leur bac gris, ils l'ont autrement. Oui. Maintenant, comment les gens peuvent faire pour savoir quoi mettre où s'ils ont des doutes?
Il y a entre autres une application, là. Oui, bien, on a développé depuis 2 ans une application qui s'appelle Info Matières résiduelles. Si vous allez sur le site web de la Ville ou sur le Facebook de la Ville de Drummondville, vous avez le lien. C'est une application web qui peut être sur les iPhones, les iPads, etc., les Android. Et il y a trois éléments d'information qu'on peut chercher là-dessus. La première, c'est de savoir les fréquences de collecte. Vous inscrivez seulement votre adresse et vous obtenez les fréquences de dépôt de votre bac vert, bac brun et le bac gris en bordure du chemin. Vous avez aussi la possibilité de chercher des matières, comment les déposer dans le bon bac. Il y a un module de recherche en inscrivant le nom de la matière. Vous allez avoir effectivement la bonne filière où déposer les matières. Et un troisième volet qui s'en vient prochainement, là, que je ne dévoilerai pas aujourd'hui. Vous aurez certainement le loisir d'en parler éventuellement. Bien, c'est bien. Écoutez, c'est intéressant de voir qu'on s'en préoccupe, mais je pense que vous serez certainement d'accord avec moi. C'est en conclusion, on dit à la population, au fait, la Ville peut prendre des mesures, la Ville peut mettre un paquet de moyens à la disposition des gens, mais il reste que le premier effort, c'est un effort individuel. C'est chacune qui doit faire son effort, s'assurer de détourner le plus possible de l'enfouissement, là, les matières résiduelles. Et ça, bien, écoutez, on a beau avoir les plus grands rêves pour Drummondville, de viser les plus grands objectifs, tant et aussi longtemps que chacun et chacune ne le fera pas, on n'atteindra pas nos objectifs. Vous avez bien raison. Bien, écoutez, merci beaucoup d'être là, d'agir en leader pour nous. Et puis, bien, bon succès avec cette desserte des écoles. Merci bien. Merci. Mais notre église Saint-Frédéric à Drummondville a été décernée le titre de basilique mineure. Donc, cette basilique-là, quel souvenir accordez-vous à cette basilique-là, la basilique Saint-Frédéric? Mon souvenir personnel à moi? Oui. Moi, j'ai vendu des prions en église pendant 3 ans, alors j'étais adolescent. Bien, c'est le souvenir du centre-ville de Drummondville, là, dans le fond, de savoir promener quand j'étais jeune dans le centre-ville. Bien, c'est quand mon père est décédé. Ça a été l'église à laquelle on l'a emmené pour ses funérailles. Oh, c'est une belle architecture, là. Ça, c'est certain. Là. Ça fait partie du patrimoine de Drummondville, là, parce qu'elle est assez imposante. On la manque pas. Pour une 14e édition, c'est devenu une tradition. On parle aujourd'hui du village illuminé du village québécois d'antan avec son directeur général, M. Éric Véraud. M. Véraud, bonjour. Bonjour, M. le maire. Écoutez, je suis heureux. Vous êtes le premier maire d'une autre municipalité, du village d'à côté que je reçois, parce que je pense que c'est le rôle que vous jouez au village québécois d'antan souvent, avec un beau grand chapeau que j'ai pas, moi, comme maire de Drummondville. Oui, ça arrive de temps en temps que l'autre maire est jaloux de mon chapeau. Oui, je suis jaloux de votre chapeau de temps en temps. Vous êtes là depuis 2012 au village québécois d'antan et le village connaît une progression fulgurante d'une édition à l'autre. On bat des records. On est là aujourd'hui pour parler du village illuminé qui commence bientôt. Mais avant d'aller sur ce sujet-là, je voudrais qu'on revienne sur une activité qui fait peur. Le village hanté, ça a été encore un grand succès cette année. Oui, bien en fait, on a encore battu notre record d'achalandage. On a reçu plus de 43 000 visiteurs en 11 soirées. C'est l'événement, l'activité d'Halloween le plus populaire au Québec. C'est important, ça, hein? Quand on parle d'activité d'Halloween le plus populaire au Québec, il y a la ronde là-dedans. Je crois qu'il y a juste Granby. C'est pas des petites attractions, là... pas très importante, ça. Là. Non, vous êtes dans la Ligue, dans les grandes ligues. Drummondville est dans les grandes ligues. Ça se passe à Drummondville. C'est des visiteurs de partout à travers le Québec qui viennent passer une soirée au village hanté. Donc, on en est très fiers. Puis, on a battu un record historique aussi d'achalandage pour une journée. Le 24 octobre, on a reçu 8 410 visiteurs dans une soirée. C'est beaucoup de monde à Drummondville, oui, ça. Et vous n'êtes pas loin de l'autoroute, mais vous n'êtes pas sur une autoroute. Donc, ça fait de la congestion, ça fait beaucoup de monde. Mais je pense que vous avez réagi rapidement, vous avez étiré les heures, vous êtes assuré que les gens, là, ils trouvent leur compte. Bien, en fait, quand on a beaucoup d'achalandage, on prolonge toujours d'1 heure la fermeture du village. On ouvre plus tôt la billetterie également. On rajoute des activités aussi pour que les files d'attente soient moins longues. Donc, on fait tout en notre possible pour qu'il y ait la meilleure expérience client. Et il faut le dire, là, vous lésinez pas sur les moyens pour présenter quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que les gens viennent. Je pense que vous allez dans des expositions internationales. Vous travaillez vraiment fort à ce niveau-là. Bien, en fait, depuis 2 ans, on va au Halloween Show à Saint-Louis pour acheter du matériel qui est de haute technologie, qui est unique au Québec. Donc, il y a de la formation qui se donne là-bas aussi. Donc, ça nous aide à créer des concepts. Puis, on va continuer parce qu'on veut être leader au Québec. Je pense qu'on peut dire qu'on l'a actuellement, mais les gens veulent tous faire comme le village. Donc, il faut qu'on se renouvelle d'année en année. Et je peux vous dire, pour y avoir été
en tout début avec plusieurs maires du Québec qui étaient là pour le conseil d'administration de l'UMQ et à la toute fin avec nos visiteurs des villes jumelles, des gens de France, de Belgique. Ces gens-là ont été particulièrement impressionnés. C'est intéressant de les écouter pendant les visites, dire « Ah, bien, on pourrait développer ça chez nous, il faudrait faire ça chez nous. » Mais ils se sont rendus compte que c'est pas fait pour les amateurs. Il y a un travail très professionnel qui se fait au village. Vous avez combien d'employés là, pour mener tout ça à terme, cette grosse machine-là? Le village hanté, dans ses plus grosses soirées, c'est 250 employés qui travaillent un même soir. Et au total, dans l'année, c'est 300 employés qu'on a au village québécois d'antan. Fait que c'est pas une petite... Donc, c'est du développement touristique, mais c'est aussi une grosse entreprise de développement économique. Oui, effectivement. Et on engage des gens de Drummondville, puis on fait rayonner Drummondville aussi à l'extérieur. Et là, vous allez vous illuminer. Drummondville s'illumine en 2015. C'est une année toute spéciale pour le 200e. Alors, d'abord, les dates. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on peut commencer à aller se promener au village illuminé? En fait, le village illuminé des Jardins, c'est le 11 et le 12 décembre. Et du 18 au 31 décembre. Par contre, on est fermé le 25 décembre. Donc, cette année, c'est 15... Prenez congé le jour de Noël? Oui, on prend congé. Ben, en fait, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de visiteurs le 25 décembre. Donc, c'est plusieurs soirées. C'est magnifique hein, pour les gens qui souhaitent aller... les heures d'ouverture, est-ce qu'on arrive tôt? Qu'est-ce que vous nous suggérez pour avoir la meilleure soirée? Ben, en fait, on est ouvert de 17h à 22h. On suggère toujours aux gens d'arriver le plus tôt possible pour bénéficier de plus de l'expérience parce que le village illuminé des Jardins, maintenant, c'est plus juste 25 000 lumières, les maisons qui sont illuminées. Cette année, c'est plus de 45 activités intérieures, extérieures qu'on offre aux visiteurs. Donc, il y a une panoplie de choix d'activités et c'est fait pour la famille, c'est fait pour les couples, c'est fait pour les amis. Donc, c'est un village qui plaît à tout le monde et c'est un décor qui est féerique et enchanteur. Et je pense que cette année, il y a des petits plus qui sont en lien avec le 200e. Vous êtes reconnu comme une édition spéciale. Qu'est-ce qui se passe de En fait, c'est beaucoup de gros plus. On a, en raison du financement du 200e, on a 10 activités nouvelles qui sont complètement nouvelles et inédites qu'on va créer pour cette édition de cette année. Donc, il va y avoir encore plus... Oui, en fait, entre autres, on a une maison des jouets d'époque qui va avoir aussi une animation avec une Shawin. Donc, les gens vont pouvoir découvrir les jouets des années 1900 jusqu'à 1940, 1950. On va avoir 2 nouvelles maisons. Il va y avoir plus de l'animation musicale. Les gens vont pouvoir faire des 7 carrés, de la musique traditionnelle. Donc, ça, c'est 3 nouveautés. On va avoir un carrousel d'époque. Donc, les enfants vont pouvoir aller faire des tours de carrousel, exposition de lampadaires d'époque sur la rue principale. Donc, on va avoir aussi des tours de traîneaux à chiens sur le bord de la rivière Saint-François. Fait que c'est en tout une dizaine d'activités nouvelles en fait, pour que les gens puissent davantage participer puis apprécier le village illuminé des Jardins. La question qui tue, combien ça coûte? Combien ça coûte? Ah, ben en fait... Pour les visiteurs, pas à vous, mais aux visiteurs. Bien, il y a une panoplie là, de tarification. Là. Ça varie une dizaine de dollars pour des enfants jusqu'à 40-50 $ pour des familles intergénérationnelles, grands-parents, petits-enfants. Les adultes, c'est aux alentours de 19 $, taxes incluses. Donc, c'est un prix qui est très raisonnable pour toutes les activités qu'on offre. Et vous préparez là, une période un peu spéciale pour les gens de Drummondville. Oui, en fait, le premier week-end, le 11 et le 12 décembre, c'est le week-end à 50 % de rabais pour les résidents de Drummondville. Donc, les gens sur présentation d'une preuve de résidence vont avoir accès au village illuminé des Jardins à 50 % de rabais. Donc, on souhaite que les gens de Drummondville soient des ambassadeurs du village. On a un super beau produit. On parle souvent là, des touristes de l'extérieur, parents et amis qui viennent à Drummondville. Donc, c'est une façon là, de sortir la visite puis de montrer... On parle beaucoup d'achat local dans différents domaines. C'en est un. Oui, un domaine où si on commence nous-mêmes à Drummondville à amener notre visite au village, à aller nous-mêmes au village, c'est intéressant ce que vous proposez à la population. Puis, je pense qu'il faut le préciser, c'est pour les résidents de la ville de Drummondville parce que la ville de Drummondville est un partenaire du village. Parce qu'il y a toujours des gens de municipalités autour qui disent comment ça se fait, nous, on n'a pas droit à ça. Mais c'est que leur municipalité ne contribue pas. Et c'est votre façon de redonner à ces gens qui contribuent directement et indirectement via leur compte de taxes. En fait, c'est l'appui qu'on a de la ville, donc on considère que c'est important de le remettre aux citoyens. C'est important que les citoyens sachent que c'est fait et on les invite à être présents en grand nombre le 11 et 12 décembre. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter une chose. Battez encore une fois vos records. Vous avez un abonnement au nouveau record. 14 de suite. On souhaite que vous y alliez pour le 15e. Puis
pourquoi pas vous rendre à 200. Hein? Cette année, c'est une année toute spéciale. Merci beaucoup. On s'en parlera dans 200. Joyeuses fêtes, un très bon village illuminé. Merci. Il est prêtre, c'est un collaborateur à la paroisse Saint-François d'Assise et cette paroisse a vécu des grands moments le 15 novembre dernier alors que l'église Saint-Frédéric a été sacrée basilique. Alors, un moment important dans l'histoire de notre église. En effet. Luc Lafont, bonjour, merci d'être là. Monsieur le maire. Oui. Alors, d'abord, c'est intéressant que notre église ait cette reconnaissance, mais qu'est-ce que c'est une basilique? Parce qu'on connaît le nom, mais vraiment, qu'est-ce que c'est une basilique? C'est vraiment un titre honorifique. Il y a deux sortes de basiliques. À Rome, il y a des basiliques majeures. Ailleurs dans le monde, des basiliques mineures. Nous sommes devenus, l'Église Saint-Frédéric, la basilique mineure. Ça veut dire que c'est pas une basilique mineure par rapport à d'autres basiliques qu'il y aurait au Canada. C'est vraiment uniquement les basiliques majeures sont à Rome. Il y a deux sortes. Je crois qu'il y en a 4 à Rome. Oui, il y en a 4. Oui. 4 majeures parce qu'elles sont à Rome, c'est là. Les autres, c'est toutes des mineures, mais ça ne veut pas dire inférieures. C'est ça. Pour différencier. Bon. Alors, une basilique, c'est une bâtisse, c'est une église qui a une histoire, qui a une reconnaissance, qui a un consensus pour dire que c'est une église importante dans la région, dans l'histoire, dans le temps. Évidemment, compte tenu du 200e, on s'était dit ça pourrait être intéressant d'essayer d'obtenir ce titre-là de Rome. Et, on a fait les démarches. Mais qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce titre-là? On ne pensait pas que c'était si complexe que ça, juste pour avoir un petit titre, là. Mais il faut d'abord avoir le consentement de notre évêque. Ensuite, notre évêque, après avoir constitué le dossier qui est très précis, des questions très touchées, doit demander l'assentiment de l'Assemblée des évêques du Québec, l'Assemblée des évêques du Canada. Quand il n'y a pas d'opposition à cela, et il n'y en a pas eu, on envoie par le nonce apostolique la demande à Rome. Et là, les secrétariats pour le culte divin et ces choses-là étudient le dossier et nous renvoient la réponse, affirmative ou négative. Ça s'est quand même fait dans un délai assez court, hein? C'est surprenant, moi, de dire. Parce que d'habitude, nous autres, on s'était mis en moyenne peut-être 1 an, 2 ans avant de recevoir une réponse. Mais non, du mois de juin à aller au mois d'août, tout s'est fait. Ça veut dire que la demande était Ça veut dire que le dossier était bien monté. Oui. Et c'est surtout, on pense que c'est surtout l'allure de l'avenir qui a fait que ça a influencé la réponse positive. Parce que ça va dans l'ordre de la pensée du pape François de faire en sorte que l'Église s'ouvre. Alors, l'Église avec un grand E, mais qui est visible par l'Église avec un petit E. Et la basilique, c'est une église qui est ouverte. Tu t'en vas pas au Cap-de-la-Madeleine ou à l'Oratoire Saint-Joseph, puis c'est tout le temps fermé. C'est impossible. Alors, la basilique est une église où on entre et on sort. On y vient pour se reposer, pour prier, pour pleurer, pour rire, écouter un concert, vivre quelque chose au niveau de sa spiritualité, pour mieux en repartir. Parce que, dans le fond, c'est là,
mais pour aller plus loin. Et maintenant, ça a été une grande journée. Il y avait de la grande visite. Ouais, Il y avait le nonce apostolique qui était ici. Oui. Un nonce apostolique, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un ambassadeur. Alors, c'est-à-dire que le pape, partout où il y a de la reconnaissance dans les pays, dans les conférences épiscopales, il y a un ambassadeur qu'on appelle le nonce apostolique. Je ne pourrais pas trop dire d'où ça vient, nonce, là, mais c'est un ambassadeur qui est logé à Ottawa parce que les diplomates pour le pays sont là. Et lui, il est le porte-parole, le représentant du pape. Et d'ailleurs, il nous a apporté, il a laissé un beau souvenir à la ville de Drummondville, cette médaille du pape François, qui est une très belle médaille qu'il a laissée ici en souvenir de son passage chez nous. C'est un Italien, le nonce apostolique. C'est un Italien pur laine, avec un très fort accent. Cette basilique-là, elle est pleine de projets, j'imagine. Il y a la question de la porte de la miséricorde qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça, c'est un ajout là, qui n'arrive pas tout le temps. Il y a un concours de circonstances qui fait qu'au même moment du 200e, au même moment de la basilique, au même moment, le pape a déclaré que l'année 2015-2016 serait une année sainte. Alors, dans l'esprit des personnes plus âgées, une année sainte, c'est pas n'importe quoi. Alors, partout dans le monde où il y a des portes saintes, à Rome, et en Amérique du Nord, il n'y en a qu'une seule à la basilique cathédrale de Québec. Mais le pape a désiré que dans tous les diocèses, il y ait des endroits où on aurait une porte de miséricorde. Alors, ça n'a pas la même ampleur permanente d'une porte sainte comme on voit dans les grandes basiliques, mais ici, à l'église Saint-Frédéric, on aura une porte qui va conduire sur une petite chapelle qu'on va appeler la chapelle de la miséricorde. C'est un thème particulier que le pape aime bien gros, la miséricorde, ça fait partie de sa respiration. Et là, il a dit, il faut pendant 1 an réfléchir là-dessus. Et ça, c'est bientôt. Et le 13 décembre, à 14 h, on va avoir encore une célébration spéciale. C'est à ne pas manquer parce qu'il y a l'ouverture de cette porte-là. Juste pour vous dire, l'évêque vient, il frappe dans la porte avec son bâton pour ouvrir. Et là, tout s'enclenche, là. La parole de Dieu et les projets. C'est des événements qu'on n'a pas la chance de voir souvent chez nous. C'est presque des leçons d'histoire aussi. Écoutez, certainement qu'il y aura beaucoup de gens de Drummondville qui seront là pour y assister. Je vous remercie beaucoup. C'est une grosse période qui s'en vient pour vous, là. Hein? La basilique, l'année sainte, l'Avent, Noël, et puis je suis en train de préparer le carême. Ah, fait que vous êtes un peu comme des comptables qui arrivent à quelques semaines de la fin de la période d'impôt. Alors, écoutez, on vous souhaite un beau mois de décembre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous autres aussi. Quel souvenir accordez-vous à la basilique Saint-Frédéric de Drummondville? Oui, mon garçon s'est marié là. Et puis, c'était dans le temps du folklore. Il y avait beaucoup d'autobus qui arrivaient là. J'ai trouvé qu'on avait invité beaucoup de monde. La basilique Saint-Frédéric, bien, en fin de compte, c'est une de notre plus belles... C'est notre plus beau patrimoine ici à Drummondville. Et je sais pas comment peintre qu'ils l'ont peint, quoi. Tu sais, puis l'immortaliser, le peintre est nommé Le Belge, puis ils l'ont immortalisé, c'est la plus belle. Ma fille, elle s'est mariée là, en 2004. Elle a décidé cette église-là parce que c'est la plus belle église à Drummondville. Un beau joyau de la ville. Voilà un autre rendez-vous qui est déjà terminé. Je vous remercie d'avoir été là. Faites attention à l'horaire. Normalement, lorsqu'il y a 5 lundis, le dernier lundi du mois, il n'y a pas de conseil. Cette année, oui, donc, il y aura une séance publique le 30 novembre prochain. Ce sera l'avant-dernière avant les fêtes. La suivante sera le 14 décembre. Ce sera une séance importante. Ce sera le budget. Entre-temps, soyez là le 30 novembre et on se retrouve à Port-Drummondville dans 2 semaines. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.